Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ces assises du numérique à Tahiti. Je remercie les organisateurs de m'avoir convié à l'ouverture des ateliers sur les données à caractère personnel. Et je remercie aussi les techniciens qui ont permis la captation de la vidéo que vous allez voir. Ce sujet des données à caractère personnel m'a beaucoup occupé ces dernières années. J'ai piloté un rapport de l'inspection générale avec Jean-Marc Mériot, l'actuel directeur du numérique pour l'éducation, sur l'utilisation des données personnelles dans l'éducation. Vous trouverez ce rapport en ligne assez aisément. Et j'ai été aussi pendant 2 années le délégué à la protection des données du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le numérique est très présent dans l'éducation, que ce soit pour des utilisations administratives, je pense à l'affectation des élèves, à l'orientation dans l'enseignement supérieur avec la plateforme Parcoursup, ou quotidiennement sur la gestion des absences dans un établissement scolaire. Il est aussi utilisé de plus en plus pour des utilisations pédagogiques. Beaucoup de ces usages s'appuient sur des données qu'on appelle à caractère personnel. Pour introduire vos ateliers, je voudrais poser les bases de 2 définitions qui sont très importantes, me semble-t-il, et puis exposer quelques principes sur la réglementation aujourd'hui de l'utilisation de ces données. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Une donnée à caractère personnel est une information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Vos noms et prénoms sont des données à caractère personnel. Elles permettent de vous identifier. Votre empreinte digitale aussi, votre analyse d'ADN. Mais des fois, il est beaucoup plus délicat et difficile de définir si on a affaire à une donnée à caractère personnel ou non. Je prends l'exemple, l'adresse IP de l'ordinateur que vous utilisez à votre domicile. Elle permet de vous retrouver. C'est une donnée à caractère personnel. Le second concept important, c'est celui de traitement de données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'un traitement de données exactement? Il s'agit de toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données. J'insiste sur le fait que le procédé n'est pas obligatoirement automatisé, c'est-à-dire que si vous vous faites remplir des fiches à des élèves et que vous les compilez sans utiliser un ordinateur, vous faites un traitement de données à caractère personnel. 2 textes juridiques encadrent des données à caractère personnel. Le premier, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est un règlement qui a été voté en 2016 et qui a été mis en application en 2018 en Europe, et la loi informatique et liberté, qui date de 1978. La France était un des premiers pays à légiférer sur ce sujet-là et qui a évolué, qui a été complété au fur et à mesure, et en particulier après la mise en œuvre du RGPD. La Polynésie française, elle, n'était pas jusqu'à peu concernée par le RGPD. Or, il y a eu, disons, une modification de la loi informatique et liberté en 2019 qui inclut dorénavant la Polynésie française dans le champ d'application du RGPD. Donc c'est un point important puisqu'il va obliger dans vos usages de respecter un certain nombre de principes. Le premier principe concerne la finalité du traitement. Quand on collecte des données, on les collecte pour un objectif précis pour lequel on est légitime à le faire. Par la suite, on ne pourra pas réutiliser ces données pour d'autres objectifs. Le deuxième principe concerne les fondements juridiques, c'est-à-dire les bases légales sur lesquelles on est en droit d'opérer un traitement. Ils sont listés dans le RGPD, on ne peut pas s'en écarter. Et dans l'éducation nationale, 2 de ces fondements juridiques sont généralement utilisés. Il s'agit soit de l'obligation légale, c'est-à-dire que un texte de loi oblige un certain traitement. Par exemple, si l'identifiant national élève est obligatoire pour tous les enfants de 3 ans prochainement, eh bien, il y aura une obligation légale à mettre en œuvre un traitement et derrière, il ne pourra pas y avoir d'opposition, par exemple, à ce que le traitement soit opéré. La plupart du temps,
dans l'éducation nationale, évidemment, on s'appuie sur des missions d'intérêt public, puisque nous sommes un service public et nos missions font qu'elles ont un intérêt public évident. C'est en général ce fondement juridique qui est utilisé. Très rarement, on peut s'appuyer aussi sur la question du consentement, on le verra plus tard, quand il s'agit de données qu'on appelle des données sensibles. La troisième règle concerne la pertinence et la proportionnalité des données. Quand on met en œuvre un traitement, on ne peut pas collecter n'importe quelle donnée. Il faut que les données que l'on collecte soient adéquates par rapport au traitement, pertinentes et qu'elles ne soient pas excessives. On ne récolte pas n'importe quoi en se disant on les utilisera plus tard, on ne sait pas à quoi elles vont servir. Donc il faut être très très précis pour ce point. Chaque donnée collectée est utile pour le traitement qui s'appuie évidemment sur une base légale. Ces données doivent être exactes, complètes et mises à jour. J'attire votre attention sur des données que l'on appelle sensibles. Ces données sont des informations qui permettent de définir les origines raciales ou ethniques d'une personne, ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, son appartenance syndicale, son état de santé ou des données génétiques et biométriques à des fins d'identification. Un exemple, indiquer qu'un élève est absent pour une fête religieuse, c'est une donnée à caractère sensible. On ne peut pas l'utiliser. De même, inscrire pour la cantine un interdit alimentaire lié à une religion peut être considéré comme une donnée sensible. J'en aurai un dernier exemple qui a fait pas mal de bruit, c'est celui de la reconnaissance faciale à l'entrée d'établissements scolaires. On sait que dans certains pays, ces pratiques sont déjà en place. Il y a eu 2 établissements qui ont expérimenté ces portails. Il s'agissait de données biométriques, donc de données sensibles. Le traitement nécessitait le consentement des familles et la CNIL a jugé que cette utilisation était disproportionnée par rapport aux finalités du traitement. Donc les 2 expérimentations ont été arrêtées. On voit là et on touche déjà là des questions qui relèvent de l'éthique, à la limite. Hein, et j'attire votre attention sur ces points-là. Le point suivant concerne la conservation des données. On ne conserve pas d'une manière indéfinie des données que l'on collecte et que l'on traite. En amont d'un traitement, il faut préciser la durée pendant laquelle on gardera ces données, sauf évidemment dans des cas très très précis où l'archivage est nécessaire. Certains textes juridiques le définissent, je pense au dossier scolaire des élèves, et parfois nous n'avons aucune indication qui nous permet de le définir comme ça en s'appuyant sur un texte. Dans ce cas-là, c'est au responsable de traitement de donner la durée qui lui paraît conforme au traitement qu'il opère. Le dernier point est lié aux droits des personnes. Toute personne dont les données sont traitées, collectée, traitée, doit être informée précisément de ce qui est fait des données. Ce sont les mentions d'information qui sont nécessaires avant tout traitement. Il faut informer les personnes et c'est pour ça que très souvent, au démarrage d'un traitement, on vous donne ces mentions d'information. Elles peuvent être faites de manière informatique sur un site web, mais aussi sous forme papier. J'attire votre attention sur ce point, c'est-à-dire, par exemple, si dans le cas des évaluations nationales des élèves, je ne sais pas si la Polynésie y est soumise, mais il faut informer les familles des données qui seront collectées dans ce cadre. Ce point des droits des usagers est, d'après moi, un des plus importants du RGPD. Il permet une transparence des traitements que l'on opère et de donner confiance à la communauté éducative sur les traitements qui sont mis en œuvre dans l'éducation nationale. Le RGPD a été un changement de paradigme, si j'ose dire. Avant le RGPD, on faisait une demande d'autorisation d'un traitement à la CNIL et une fois qu'on avait cette autorisation, on mettait en œuvre le traitement, entre guillemets, sans plus se poser beaucoup de problèmes.
Depuis le RGPD, il y a une responsabilité de traitement de la personne qui met en œuvre ce traitement, celle qui définit ses finalités et ses moyens. C'est ce qu'on appelle en droit le responsable du traitement. Cette responsabilité dans l'éducation nationale est liée au périmètre de la mise en œuvre de ce traitement. Par exemple, quand ce traitement est mis en œuvre par le ministère, je pense par exemple à Parcoursup, le responsable de traitement est le ministre, en l'occurrence deux ministres, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Quand le traitement est mis en œuvre par le vice-rectorat, par exemple, c'est le vice-recteur qui va être responsable de ce traitement. Parfois, il peut y avoir, dans certains cas, des responsabilités conjointes. Je pense à l'affectation des élèves. C'est une application nationale. Le responsable de traitement est le ministre. Mais il y a des possibilités de paramétrage locaux et dans ce cas-là, il y a une co-responsabilité, par exemple, avec le recteur. Et puis, au niveau de l'établissement scolaire, pour des usages qui sont liés à la vie pédagogique de l'établissement scolaire ou à son administration, le responsable du traitement pour un établissement de second degré est le chef d'établissement. Les professeurs ne sont pas responsables des traitements, ils n'ont pas de responsabilité au sens de la loi. Pour l'enseignement primaire, le responsable de traitement n'est pas le directeur d'école, puisque l'école n'a pas un statut juridique comme un établissement scolaire, un collège ou un lycée. C'est le directeur des services ou le vice-recteur qui est responsable du traitement. On va voir que ce point-là pose quelques questions dans la pratique. En effet, puisque l'enseignant n'est pas responsable de traitement, c'est son chef d'établissement, il est nécessaire qu'il en informe ce dernier quand il met en œuvre un logiciel qui utilise des données à caractère personnel de ses élèves ou des parents d'élèves. Ce n'est pas une limitation de sa liberté pédagogique, mais le chef d'établissement doit indiquer sur le registre du traitement le traitement qui est mis en œuvre et évidemment les enseignants et les chefs d'établissement doivent vérifier que ces usages sont conformes au règlement général de la protection des données. Il en va de la confiance que peuvent avoir les familles sur ce qui est fait dans la classe. J'aimerais conclure mon ouverture sur un point que vous avez cité dans la définition de vos ateliers, qui est la question de l'éthique. Au-delà du juridique et du technique, il est évident que ces questions-là sont essentielles, surtout dans le champ de l'éducation. On peut penser l'éthique du numérique comme le développement de la capacité à s'interroger non seulement sur le comportement des usagers avec le numérique, mais aussi à réfléchir à ce que le numérique engendre par son fonctionnement propre. J'ai parlé tout à l'heure de la reconnaissance faciale. Je pense que c'est un des points où justement on touchait une question d'éthique. On voit le développement, par exemple, un autre exemple dans des classes, de la mise en œuvre de logiciels qui permettent de mesurer l'attention d'un élève par des caméras qu'on a positionnées dans la classe. Toutes ces questions-là relèvent de l'éthique plus que du juridique ou du technique. On peut toujours trouver un fondement légal, il suffit du reste de voter une loi, mais la question d'éthique est toujours essentielle et est au cœur de nos métiers. Elle doit réguler les usages du numérique, elle doit nous permettre d'avoir en permanence une réflexion critique sur l'utilisation que l'on fait dans nos classes de logiciels qui vont de plus en plus s'appuyer sur des algorithmes, en particulier des logiciels qui s'appuient sur des techniques dites d'intelligence artificielle. Je pense que vos ateliers, disons, aborderont ces points qui sont très complexes et qui nécessitent évidemment en amont d'avoir bien assis les questions d'ordre juridique et technique. Je regrette vivement de ne pas être parmi vous pour suivre ces ateliers. Je suis persuadé qu'ils seront passionnants vu les questions que soulève l'utilisation des données à caractère personnel dans l'éducation. Hélas, le confinement et le décalage horaire ne me permettent ni d'être là physiquement, ni d'être là virtuellement. J'espère que je pourrai disposer des questions que vous aurez abordées et des conclusions de vos travaux.
Je vous souhaite un bon travail et j'espère à très bientôt. Au revoir.